Un grand V à toutes les futures motardes et à tous les futurs motards. Je vous souhaite la bienvenue dans ce quatrième épisode de la chaîne ETM Podcast. Épisode important puisque c'est le troisième et dernier volet de la trilogie du conducteur. Et donc après nous ouvrirons un nouveau chapitre, mais ça nous en reparlerons à la fin de cet épisode. Alors, avoir une bonne conduite, c'est avant tout savoir quand vous êtes en état de conduire ou non. Et oui, la bonne conduite commence avant même d'avoir fait les vérifications de sa moto et de l'avoir démarrée. Et parfois, un excellent conducteur peut être quelqu'un qui décide de ne pas conduire, tout simplement. Évidemment, il faut prendre conscience des différents degrés de sécurité. En conduite, vous avez des éléments de sécurité active et des éléments de sécurité passive. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ne soyez pas impatient, je vais vous l'expliquer de suite, puisque c'est une question parfois piège qui tombe à l'ETM. En gros, si vous voulez, la sécurité active concerne les éléments qui vous éviteront un accident. Nous pouvons citer par exemple l'ABS, les panneaux de signalisation ou encore une chaussée en bon état. Et ouais, ça paraît bête dit comme ça, mais une chaussée qui peut vous éviter une chute, un freinage interminable ou un voyage dans le fossé, c'est de la sécurité active. Et donc en supplément, nous avons la sécurité passive, elle concerne cette fois-ci tous les éléments qui ont pour but de limiter les conséquences d'un accident. Nous pouvons citer par exemple le gilet airbag, puisque s'il se déclenche, ça signifie qu'il y a eu accident. Nous pouvons citer également la double glissière sur la route, même si cette dernière n'est efficace qu'à une vitesse très limitée, ou encore l'e-call. Alors nous y reviendrons dans le chapitre sur les équipements de sécurité et de protection, mais c'est un dispositif facultatif sur la moto qui permet d'alerter automatiquement ou manuellement les secours en cas d'urgence. Donc petit récap très rapidement, vraiment retenez bien, sécurité active, ce sont les éléments qui vous évitent l'accident. Sécurité passive, ce sont les éléments qui diminuent les conséquences de cet accident. Apprenez cette formule par cœur, comme ça si vous avez une interrogation à ce sujet, vous n'aurez qu'à l'appliquer. Mais évidemment, la sécurité passive n'est qu'une question de dernier recours. Vous savez que ça existe, certes, mais il faut à tout prix éviter d'en arriver là. Et contrairement à certaines campagnes publicitaires d'équipementiers ou de salles fitness Zumba, il ne faut pas repousser vos limites. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tenter de connaître la vitesse maxi sur route, qu'il ne faut pas chercher à savoir le dernier degré d'angle avant la chute, qu'il ne faut pas tenter un wheeling sans aucune expérience, ou alors qu'il ne faut pas prendre le guidon en sachant que l'on est dans un état discutable. Et par état discutable, j'entends bien sûr un état qui pourrait facilement vous compliquer la tâche à moto, ce qui nous conduit au menu du jour, les facteurs psychologiques et physiques à prendre en compte, et notamment la fatigue et la somnolence, bonne route et bonne écoute. Comme la célébrissime Aprilia RS 250, cet épisode sera en deux temps. Tout d'abord, nous discuterons des facteurs psychologiques et physiques qui peuvent nuire à la conduite, puis nous ferons un gros focus sur la fatigue et la somnolence. C'est parti, on attaque tout de suite. Donc très rapidement, on va essayer de dresser une liste non exhaustive des différents facteurs, et on va commencer par la catégorie des facteurs psychologiques. Alors, il y a tout d'abord la question de l'excès. Je vais prendre les deux extrêmes pour vous situer un peu la chose. Il y a les excès de stress et les excès de confiance. Donc potentiellement une surévaluation et une sous-évaluation des dangers. Sauf que, problème, dans les deux cas, vous pouvez aisément devenir vous-même un réel danger sur la route. Que vous soyez très stressé ou alors très confiant, les deux amènent en général une conduite à risque. Le premier à cause d'un mauvais traitement des informations, et le second, on va dire un oubli total des informations. J'en profite d'ailleurs pour vous rappeler qu'un simple oubli de clignotant, c'est 3 points en moins sur votre permis et une amende de deuxième classe. Il faut également apprendre à ne pas mélanger conduite et vie quotidienne, dans le sens où une nouvelle, bonne comme mauvaise, peut avoir des répercussions sur la route. Une fois de plus, je vais prendre deux extrêmes, par exemple un excès de joie ou un excès de tristesse. Si vous venez de décrocher un emploi ou de connaître une rupture amoureuse, ce sont des facteurs qui peuvent compliquer votre concentration. Soyez donc vigilant et laissez vos soucis ou votre extase débordante de côté avant de prendre le guidon. Mais parfois, il est vrai que vous devez faire face à un sentiment qu'il est difficile d'oublier car très récurrent sur la route, ce sont bien sûr les excès de colère. Alors pas de panique, au lieu de faire crier le moteur et prendre des accélérations brutales, le mieux est probablement de s'arrêter 5 minutes pour respirer un grand coup et garder son calme. Et dernier point comme exemple dans la catégorie des facteurs psychologiques, nous pouvons citer l'influence des autres. Alors ce sujet a déjà été abordé dans l'épisode précédent au sein de la partie concernant les distractions au guidon, mais il est toujours utile de rappeler que rouler à plusieurs peut modifier votre comportement routier. Et si vous sentez qu'à chaque fois, à chaque balade en groupe, votre conduite n'est plus responsable et respectueuse, mais simplement hébétée et risquée, eh bien, le mieux est peut-être de rouler tout seul, personne ne vous en voudra.
Ensuite, on enchaîne avec les facteurs physiques. Alors ça tombe sous le sens, mais il faut bien sûr se reposer convenablement avant un départ, qu'importe les kilomètres à parcourir. Donc si vous avez connu des nuits compliquées ces derniers temps parce que vous êtes insomniaque ou parce que vos voisins sont très bruyants, eh bien privilégiez peut-être un autre moyen de transport, hein. Même chose si vous avez fait beaucoup d'exercices physiques dernièrement. De plus, il faut prendre en compte le type de travail que vous effectuez. Des métiers type bureau entre guillemets seront évidemment moins physiques que des métiers type terrain entre guillemets, et donc pour les seconds, vous avez plus de risques d'être complètement claqué en fin de journée, pour reprendre la moto. Puis, si vous utilisez votre corps à longueur de temps dans votre métier, forcément il faut faire très attention aux blessures plus ou moins graves qui peuvent devenir néfastes pour la conduite, comme des coups, des tendinites, des crampes, des lombalgies, etc. D'ailleurs, petite précision, aucune visite médicale n'est demandée pour rouler à moto, mais il est quand même conseillé d'avoir un petit suivi. Ce qui nous amène à un autre facteur physique à connaître qui réclame cette fois-ci un suivi obligatoire, le handicap. Il y a différents types de handicap qui amènent naturellement différents types de restrictions et parfois des aménagements au niveau des équipements ou au niveau de la moto. Vous pouvez avoir un handicap lié à la vue, à certains membres physiques, etc., etc. Mais sachez que certaines restrictions seront inscrites sur votre permis et qu'il faudra les respecter à la lettre. Pour éviter une amende forfaitaire de 135 euros, un retrait de 3 points et une immobilisation du véhicule. Dans la continuité de ce sujet, sachez que certaines maladies peuvent restreindre ou complètement interdire la conduite. Tout dépend de l'examen médical. Alors si par exemple vous souffrez de diabète sévère, de crise d'épilepsie, de dépendance aux drogues, etc., vous devez être suivi très régulièrement. Et il y a aussi une maladie fortement négligée et non traitée que l'on oublie souvent, c'est l'apnée du sommeil. Maladie qui peut avoir de très grosses répercussions sur votre état durant la journée. Ce qui nous conduit à la deuxième partie de cet épisode concernant la fatigue et la somnolence. Alors effectivement, l'apnée du sommeil peut engendrer des pics de fatigue et des microphases de sommeil n'importe où et n'importe quand. Qu'on se le dise, la fatigue est une énorme contrainte à moto. Et par rapport à la voiture, à moto, elle peut frapper plus vite, plus fort, et surtout elle peut devenir beaucoup plus dangereuse. Notamment parce qu'à moto, lorsque vous roulez à faible allure, c'est vous seul qui maintenez votre machine en équilibre. Donc si vous avez un petit moment d'absence et vous n'avez pas la capacité de retenir 150, 200, voire 250 kg à bout de bras, eh bien ça peut faire de très très gros dégâts. Vous pouvez abîmer votre guidon, vos commandes au pied, votre carénage, au pire vous retrouvez coincé sous la moto. Et donc il ne faut pas prendre à la légère les premiers signes de fatigue. Donc ça va être des picotements aux yeux, des douleurs au dos qui parfois induisent la sensation d'être mal assis et donc nécessitent un changement de position sur la selle. Ça va être également le cou et les épaules qui deviennent raides et parfois douloureux, ou encore le regard qui peut se fixer. De toute évidence, conduire une moto engendre d'office une fatigue visuelle et une fatigue musculaire très importante. Il est conseillé de faire une pause toutes les 2 heures, voire toutes les heures, ou même plus si nécessaire, hein. Il faut éviter que les premiers signes se manifestent, car vous pourriez avoir des gestes et un regard moins efficaces, ainsi que des réactions et des réflexes beaucoup plus lents. La fatigue peut vite venir vous taquiner niveau conduite, faut faire attention. Et un bon moyen d'éviter ces nuisances liées à la fatigue est tout simplement de comprendre et d'anticiper ces facteurs. Car oui, certains facteurs peuvent considérablement et rapidement augmenter votre fatigue. Donc n'hésitez pas à questionner votre corps, votre mental et à prendre les bons réflexes à adopter. Tout d'abord, et je pense que tout le monde sera d'accord, il faut jauger son expérience vis-à-vis de la route en général et vis-à-vis de sa moto. Évidemment, une sportive sera plus compliquée sur une centaine de bornes qu'une moto confort. La fatigue chez un conducteur débutant interviendra beaucoup plus vite que chez un conducteur chevronné. Les premiers pas demandent toujours plus d'efforts, que ce soit au niveau de la position, de la recherche d'indices, de la maîtrise des commandes et j'en passe. Donc il faut accommoder votre challenge du jour et ne pas commencer dès les premiers mois à avaler des milliers de bornes en un seul week-end. Ensuite vient tout naturellement la question du trajet et de savoir comment l'appréhender. Quel sera mon trajet? Est-ce qu'il va être dur? Est-ce qu'il va être dur dans le sens où il y aura beaucoup de courbes et d'efforts physiques à fournir? Est-ce qu'il va être dur dans le sens où il y aura beaucoup de voies rapides monotones? Est-ce que c'est un trajet routinier que je connais parfaitement ou est-ce une totale découverte? Est-ce qu'il y aura une forte affluence ou est-ce qu'il n'y aura personne sur la route? Est-ce que je vais rouler uniquement de jour ou de nuit, etc., etc. Tous ces éléments sont à prendre en compte. Et à cette problématique du trajet s'ajoute évidemment la problématique de la météo qui accompagne le trajet. Les fortes chaleurs peuvent être très contraignantes sous votre équipement, donc déshydratation, envie de siester, la sueur qui perle près de vos yeux, etc. Ou autres conditions, un temps frais et très pluvieux pour amener de l'agacement, une envie de rentrer vite et de la fatigue. D'ailleurs, petite parenthèse, mais le comportement sur route aura également une influence sur votre fatigue. Accélérer brutalement et freiner brutalement tous les 500 mètres, ça use très vite et ça use aussi la moto, donc bon, est-ce vraiment utile? Je ne pense pas. Puis vient également la question de la consommation. Une consommation qui peut se décomposer en deux sous-catégories. Donc la consommation alimentaire, éviter les grands repas de fête ou encore la grosse bouffe bien grasse dont chaque bouchée équivaut à l'apport calorique journalier, puisque la digestion sera longue et douloureuse et ça fatigue très vite.
Évidemment, la consommation éthylique. Nous avons déjà abordé ce sujet dans l'épisode précédent, mais c'est toujours sympa de remettre une tournée. Un verre d'alcool crée aussi une forme de rush. Alors bien sûr, même si ce n'est pas aussi prononcé qu'avec une drogue dure, le rush est quand même présent. Vous allez être dans un état euphorique, vous allez être désinhibé, mais qui dit rush dit forcément descente. Et 1 heure ou 2 après avoir arrêté de consommer de l'alcool, vous allez parfois ressentir le besoin de reconsommer, donc un appel à la faute, mais surtout une forte fatigue. Donc voilà pour quelques éléments qui favorisent la fatigue, et si la fatigue peut se traduire comme étant la difficulté à rester concentré, la somnolence, elle, peut se traduire comme étant la difficulté à rester éveillé. Paupières lourdes et grands bâillements sont les premiers et derniers avertissements, et lorsqu'ils apparaissent, la meilleure des choses à faire est tout simplement de s'arrêter. Car les effets sont plus violents qu'un petit coup de pompe, on parle de micro-sommeil et d'endormissement, et donc si votre cher ami le cerveau a décidé de se mettre en veille 5 secondes à 130 km/h sur l'autoroute, bon, voilà, ce n'est pas dingue comme situation. De plus, il y a des énormes pics dans la journée où la somnolence vous guette très fortement. En général, on considère qu'il y en a deux très importants. Donc c'est après le repas du midi de 13h à 15h, puis au milieu de la nuit de 2h à 5h du matin. Sachez également que certains médicaments favorisent énormément la somnolence, donc il faut faire très attention. Et puis plus la fatigue est avancée, plus vous serez tenté d'accélérer pour rentrer plus vite. Donc voilà, le chapitre sur le conducteur est clos, le prochain épisode n'est pas encore décidé, mais il y a notamment 3 pistes importantes à privilégier à cause de nombreuses normes qui sont apparues il y a peu. Donc des normes environnementales qui bousculent un peu la conduite, des normes liées aux autres usagers de la route, notamment les EDP, donc ce sont les engins de déplacement personnel, donc tout ce qui va être trottinette électrique, hein. Et puis surtout des normes concernant les équipements de protection et de sécurité. Donc voilà, il y a de quoi faire pour les prochaines émissions. En attendant, merci pour votre écoute et à très bientôt.